Lorsque Michael Jackson fait la connaissance de Diana Ross en 1969, il n'a que 9 ans. Il n'est encore qu'un enfant issu d'une famille nombreuse, les Jackson, qui tentent de se frayer un chemin dans l'univers impitoyable de la musique américaine. Leur groupe, les Jackson 5, vient d'être signé chez Motown Records. En face, Diana Ross est déjà une figure emblématique du label, auréolée du succès des Supremes qu'elle vient de quitter pour entamer une carrière solo. La rencontre aurait pu être strictement professionnelle. Mais elle est autre chose. Elle marque le début d'une relation ambivalente, profonde, longtemps silencieuse, qui défiera les codes et nourrira une légende parallèle à celle de la pop elle-même. Le récit officiel, celui véhiculé par Motown, est limpide. C'est Diana Ross qui découvre les Jackson 5. Elle les présente au monde, les soutient, les guide, leur offre une légitimité artistique et médiatique. Le premier album du groupe s'intitule même Diana Ross Presents the Jackson 5. C'est une manœuvre marketing aussi brillante que mensongère. Car en réalité, c'est Berry Gordy, fondateur de Motown, qui les signe après avoir visionné une cassette envoyée par Bobby Taylor. Pourtant, Michael Jackson adoptera cette version sans réserve, l'inscrivant comme une vérité intime. Pour lui, Diana n'est pas simplement la marraine musicale du groupe. Elle est la lumière au bout d'un tunnel, celle qui l'extirpe de l'ombre, celle qui l'introduit à l'Amérique. Ce qui aurait pu rester une stratégie de communication devient alors un ancrage affectif. Diana Ross est plus qu'une star pour le jeune Michael. Elle est un modèle, un repère, une obsession. Lorsqu'il s'installe à Los Angeles avec sa famille, il passe de plus en plus de temps chez elle, dans les hauteurs de Hollywood Hills. Il ne se contente pas d'y séjourner. Il observe, il absorbe. Chaque mouvement, chaque posture de Diana devient une leçon. Elle lui enseigne comment se tenir devant une caméra, comment sourire, comment contrôler la lumière en plateau. C'est une éducation sentimentale et professionnelle à la fois. Michael a soif de reconnaissance, d'identité. Diana lui offre une forme de réponse à mi-chemin entre l'imitation et l'aspiration. En 1971, il entame sa carrière solo. Sa première prestation télévisée en solo ne se fait pas lors d'un show familial, mais dans Diana, une émission spéciale animée par Ross elle-même. Il chante Got to Be There et étonne par une présence scénique rare pour son jeune âge. En coulisses, c'est Diana qui l'a préparé, patientant à ses côtés, le guidant avec douceur. Elle le qualifie dans une interview de fils ou de petit frère, affirmant « Il m'admire tellement. J'essaie d'être un bon exemple pour lui. » Pour le public, l'image est limpide. La grande diva est son protégé. Mais ce lien apparemment fraternel cache déjà des zones plus floues. Dans l'intimité, Michael Jackson commence à développer une forme de dévotion singulière envers Diana. Il ne s'agit plus seulement d'admiration. Il reproduit ses gestes, ses intonations, ses regards. Il se transforme peu à peu en une version rêvée d'elle. Certains proches de Michael, dont son frère Jermaine, affirment qu'il la vénérait, la percevant comme bien plus qu'un modèle familial. Le sentiment, bien que jamais déclaré publiquement à l'époque, est profond. Et ce qui trouble davantage, c'est la constance de ce lien à travers les années. Rien ne transparaît dans les médias, aucune rumeur ne surgit. Tout reste feutré. Le lien entre Michael et Diana est trop subtil, trop codé pour que la presse s'y intéresse vraiment. Pourtant, dans les coulisses de Motown, certains perçoivent l'intensité d'un attachement qui dépasse les conventions. Ce n'est pas un flirt, ce n'est pas une romance publique. C'est un attachement viscéral, protecteur, presque mystique. Diana, de son côté, garde le silence. Elle ne le décourage pas, mais elle ne l'encourage pas non plus. Elle semble le laisser l'aimer sans jamais définir les contours exacts de ce sentiment. Une ambiguïté bienveillante, mais potentiellement déstabilisante. L'histoire entre Michael Jackson et Diana Ross n'est pas née d'une coïncidence médiatique. Elle prend racine dans un besoin vital d'ancrage, d'affection, d'orientation. Pour un enfant aussi précoce que fragilisé, Diana Ross incarne un absolu, celui d'une figure à la fois maternelle, fraternelle et idéalisée. Cette dynamique va irriguer tout le parcours affectif et artistique de Michael, bien au-delà de l'adolescence. Et cette première décennie d'interaction, de silence et de regard est le socle invisible sur lequel se bâtira une des relations les plus mystérieuses de l'histoire musicale moderne. En 1978, Michael Jackson a 20 ans. Il est jeune adulte, mais encore perçu comme l'enfant star des Jackson 5. Il cherche une rupture, un passage vers autre chose. L'occasion se présente avec The Wiz, adaptation musicale du Magicien d'Oz avec un casting entièrement afro-américain. Michael y tient son premier grand rôle au cinéma, celui de l'épouvantail. En face de lui, dans le rôle de Dorothy, une actrice qu'il connaît mieux que personne, Diana Ross. Ce projet, sur le papier, est une expérience professionnelle, mais dans les faits, il devient le théâtre d'un bouleversement intime et discret, invisible pour le grand public. Durant le tournage, qui se déroule à New York, Michael prend une décision inhabituelle.
Au lieu de loger dans un hôtel comme la majorité des stars, il loue un appartement. Contre toute attente, Diana Ross choisit de l'y rejoindre. Aucun manager, aucun garde du corps, aucune caméra, juste eux deux dans un espace privé, loin du bruit. Ce détail, longtemps ignoré du public, a alimenté les spéculations parmi les membres de l'équipe. Une actrice de cette envergure, partageant le quotidien de son partenaire plus jeune, dans l'anonymat et la simplicité, ne pouvait passer inaperçue. Les témoins du tournage parlent d'une atmosphère étrange, à la fois tendre et impénétrable. Michael et Diana arrivaient ensemble sur le plateau, repartaient ensemble, ils dînaient côte à côte, partageaient des conversations à l'écart, parfois très longues. Diana l'appelait « bébé », un surnom affectueux que Michael acceptait avec naturel. Le jeune homme, habituellement timide, semblait apaisé en sa présence. Leur relation paraissait intime, mais jamais démonstrative. Elle échappait aux catégorisations habituelles. Ce n'était pas une romance officielle, ni une simple amitié. C'était autre chose. Pour Michael, cette période est cruciale. Il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore l'icône qu'il deviendra. Il explore ses envies, ses doutes, ses limites. Et Diana est là non plus comme une guide, mais comme une complice. Le lien qu'il tisse dépasse le cadre du cinéma ou de la musique. Dans cet appartement discret, Michael lui fait écouter ses premières maquettes de ce qui deviendra Off the Wall. Il cherche son regard, son avis. Elle l'écoute, l'encourage, mais surtout, elle l'accueille dans une forme de cocon affectif. Ces séances ne sont pas des réunions artistiques. Ce sont des moments de vérité, de vulnérabilité. Il se dévoile à elle sans défense. Un technicien du film racontera plus tard que Michael ne souriait plus autant devant les photographes, mais il semblait plus serein dans les couloirs. Ce contraste frappe ceux qui le côtoient. Il est encore introverti, mais moins inquiet. Il commence à habiter son propre corps, à s'émanciper. Il ne cherche plus seulement à devenir une star, il cherche à devenir lui. Et ce processus passe par Diana Ross, qu'il admire toujours, mais à qui il confie aussi ses angoisses, ses espoirs, ses silences. Dans cette proximité quotidienne, l'amour que Michael éprouve devient de plus en plus évident pour ses proches. Jermaine Jackson confiera des années plus tard que son frère vivait une forme d'amour non exprimé. Il ne s'agissait pas d'un coup de foudre adolescent, mais d'un attachement profond, mêlé d'admiration, de désir et de dépendance émotionnelle. Michael ne le cachait pas à sa famille. Il parlait souvent d'elle, parfois trop. Il semblait la placer au centre de son monde sans en attendre nécessairement un retour équivalent. Pourtant, ni lui ni elle ne confirmeront jamais une quelconque relation amoureuse. Le silence qu'ils gardent à ce sujet devient presque une manière de protéger ce lien. Car s'il n'a jamais été étiqueté, il a bel et bien existé. Le témoignage d'un ancien assistant personnel de Michael illustre cela à merveille. C'était la première fois que je le voyais aimer sans jouer un rôle. Il était sincère, fragile, totalement lui-même. Et ce sentiment, aussi pur que secret, marquera à jamais l'histoire personnelle de l'artiste. Diana Ross, de son côté, ne laisse rien transparaître. Elle reste digne, professionnelle, concentrée sur sa carrière, mais elle ne coupe pas les ponts. Elle continue d'ouvrir sa porte à Michael, de répondre présente. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une retenue maîtrisée. Elle semble avoir compris ce que son affection signifiait pour lui et choisit, en connaissance de cause, de ne pas y répondre frontalement. Cette retenue, ce silence, devient une forme de respect. En ne nommant jamais cette relation, en ne la transformant ni en couple public ni en refus brutal, Diana Ross ménage l'équilibre fragile que Michael a construit autour d'elle. Il ne s'agit pas de manipulation mais d'instinct. Elle sait que son amour est réel. Elle sait aussi qu'elle ne peut y répondre totalement. Alors, elle préserve ce lien à sa manière. The Wiz ne sera pas un immense succès au box-office. Mais pour Michael Jackson, ce tournage marque un passage fondamental. Il y apprend à jouer, à s'exprimer différemment, à prendre confiance. Il comprend aussi que l'amour, le vrai, celui qui ne demande rien en retour, peut exister dans les interstices du quotidien, dans une cohabitation discrète, dans des regards, dans une chanson qu'on fait écouter à l'autre dans un salon éclairé à demi. À l'aube des années 1980, Michael Jackson quitte New York avec plus qu'un film. Il repart avec un cœur habité, une inspiration nouvelle et un secret qu'il gardera longtemps. Diana Ross, sans un mot, a accompagné sa mue. Sans geste spectaculaire, elle est devenue l'axe invisible autour duquel son univers affectif allait désormais graviter. La suite montrera combien cet amour muet laissera une empreinte durable jusque dans les notes de ses plus grands succès. En 1982, Michael Jackson n'est plus le jeune garçon timide qui observait Diana Ross dans les coulisses. Il vient d'achever l'enregistrement de Thriller, un album appelé à devenir l'un des plus grands succès de tous les temps. Le monde s'apprête à le découvrir comme jamais auparavant. Il est au sommet de son art, au seuil de la légende, pourtant, derrière les projecteurs, un trouble persiste. Un amour n'a pas été oublié. Une femme continue de hanter son esprit, Diana Ross. C'est à cette période que Michael surprend le monde entier avec une déclaration inattendue.
Lors d'une interview accordée au magazine Ebony, on lui pose une question anodine. « Quelle est la femme idéale pour vous ?» Contre toute attente, il ne détourne pas le regard, ne botte pas en touche, il répond d'un ton calme, presque solennel « C'est Diana Ross, je l'aime ». Le journaliste croit d'abord à une plaisanterie. Michael ne sourit pas. Il insiste. Il ajoute même qu'il l'épouserait sans hésiter s'il pouvait choisir librement. Cette déclaration frappe comme un coup de tonnerre dans l'industrie musicale. L'artiste, pourtant connu pour sa pudeur, livre une vérité intime avec une clarté désarmante. Il ne s'agit plus d'un simple respect professionnel, ni d'une admiration de jeunesse. Il parle d'amour, sans détour, les fans, la presse, les proches s'interrogent. Ce sentiment est-il réciproque? Diana Ross va-t-elle répondre? Mais le silence, une fois encore, s'installe de l'autre côté. Diana garde le silence. Elle ne dément pas, ne confirme pas. Elle disparaît momentanément des radars médiatiques. À l'époque, Michael a 24 ans. Diana Ross, elle, en a 38. Elle est déjà mère de plusieurs enfants et a connu 2 divorces. Cet écart d'âge, bien que secondaire dans l'absolu, prend ici une résonance particulière. L'amour que Michael exprime est celui d'un homme devenu adulte mais porteur d'un attachement forgé dans l'enfance. Ce n'est pas une relation née entre égaux dans le même temps de la vie. C'est un amour vertical, presque sacralisé, avec tout ce que cela comporte de fragilité. Pour certains, cette confession est une stratégie médiatique. Pour d'autres, elle révèle une blessure. Car peu de temps après, Diana Ross annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr., magnate norvégien du transport maritime. Le choc est immense pour Michael. Il n'est pas invité au mariage, n'envoie aucun message de félicitations, ne prend aucune part à l'événement. Lorsqu'on l'interroge, il répond avec une honnêteté crue « J'étais jaloux, j'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours ». Dans les jours qui suivent, un changement s'opère. Michael annule des engagements, il se retire, il cesse de donner des interviews. Ceux qui l'entourent remarquent une fermeture progressive. Le perfectionniste infatigable devient insaisissable, presque absent. Ce n'est pas une rupture amoureuse au sens classique. Il n'y a jamais eu de couple officiel. Mais c'est bel et bien une désillusion intime, une perte d'espoir. Un amour silencieux qui se heurte à la réalité. Ce qui frappe, c'est la dignité avec laquelle Michael vit cette blessure. Il ne transforme pas son chagrin en spectacle. Il ne cherche pas à blâmer Diana. Il n'y a ni cri, ni scandale, ni revanche. Seulement un repli, une pudeur immense et un regard désormais tourné vers l'intérieur. Dans les mois qui suivent, Michael ne parle plus d'amour dans les médias. Il ne mentionne plus Diana Ross. Même lorsque des journalistes insistent, il détourne les questions. Le silence devient son refuge. Ce repli pourtant n'est pas une négation. Au contraire, il est la preuve ultime de la profondeur de ses sentiments. Ceux qui le connaissent de près savent que Diana reste présente dans son esprit. Elle est le nom qu'il ne prononce plus, mais qu'il n'oublie jamais. Le souvenir d'un lien fort, d'un amour muet, d'un désir de vie commune jamais réalisé. Un rêve caressé pendant trop d'années pour être effacé d'un simple revers de main. Dans sa solitude artistique, Michael commence à traduire cette douleur en musique. Il compose, écrit, enregistre. La peine devient matière sonore. Les mots qu'il n'a pu dire prennent vie à travers ses chansons. Le langage musical devient alors la seule voie possible pour exprimer ce qu'il ne peut plus partager à voix haute. C'est là que Dirty Diana et Remember the Time verront le jour, des titres lourds de sens, d'ambivalence et d'émotions retenues. Mais avant cela, un changement fondamental s'est produit. Michael Jackson, l'homme, a compris que l'amour de sa vie, celui qu'il avait porté, idéalisé, peut-être même sublimé, ne serait jamais réciproque comme il l'avait rêvé. Diana Ross, sans méchanceté, sans malveillance, a poursuivi sa route. Et Michael, en silence, a choisi de respecter cela, non pas par renoncement, mais par fidélité à un sentiment qu'il estimait trop pur pour être souillé par la colère. À partir de là, le mythe change de nature. Ce n'est plus l'histoire d'un jeune prodige guidé par une grande star. C'est l'histoire d'un homme qui aime en secret, qui souffre en silence et qui transforme cette souffrance en art. La relation entre Michael Jackson et Diana Ross n'est pas une page tournée. Elle devient un fil invisible, une ligne mélodique discrète, mais toujours présente dans l'orchestre de sa vie. Lorsque les mots deviennent trop lourds à prononcer, la musique prend le relais. Pour Michael Jackson, c'est un mécanisme de survie autant qu'un acte de création. À partir du moment où il comprend que l'amour qu'il porte à Diana Ross ne pourra jamais s'incarner dans la réalité, il le transpose dans ses chansons. Ce n'est pas un artifice, ni une métaphore, mais une confession voilée. Chaque note, chaque parole devient un fragment de son cœur, une déclaration muette, adressée à celle qui fut et restera son étoile inaccessible. En 1987 sort Dirty Diana. La chanson, portée par une énergie sombre et sensuelle, évoque une femme séductrice, manipulatrice, dangereuse. Le public pense immédiatement à un personnage fictif, un archétype. Mais le prénom intrigue. Pourquoi Diana ?
Pourquoi ce prénom-là, alors que Michael a toujours été extrêmement prudent avec ses références personnelles? Officiellement, il explique que Dirty Diana est une critique des groupies qui tournent autour des artistes pour profiter de leur célébrité. Une lecture plausible, rassurante. Mais un détail perturbe les fans les plus attentifs. Le copyright de la chanson est déposé le jour même du mariage de Diana Ross avec Arne Ness Jr. Un hasard? Peut-être, ou peut-être pas. Les proches de Michael, dont son frère Jermaine, affirment que cette chanson contient bien plus qu'un message contre les groupies. Selon eux, Dirty Diana est le cri d'un homme blessé, d'un amoureux abandonné, qui ne peut exprimer sa douleur autrement que par l'art. Il ne s'agit pas d'une attaque contre Diana Ross, mais d'une libération, d'une manière détournée de dire « tu m'as échappé et cela me déchire ». La rage contenue dans le morceau ne vise pas une personne, mais une situation, une impossibilité, une défaite sentimentale. Mais Michael ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, en 1991, il sort Remember the Time. Cette fois, le ton est radicalement différent. Il n'y a plus de colère, plus de tension. C'est une ballade douce, nostalgique, baignée de mélancolie. Il y évoque un amour passé, éphémère mais profond, avec une tendresse rare. « Do you remember the time when we fell in love ?» demande-t-il. La question n'attend pas de réponse. Elle suffit en elle-même. Elle est un pont entre deux êtres qui se sont aimés sans jamais le dire ouvertement. Le clip de la chanson, tourné dans un décor égyptien somptueux, met en scène Michael tentant de séduire une reine inaccessible. Elle est puissante, distante, majestueuse, elle ne porte pas de nom, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, l'inspiration est limpide. C'est Diana. Pas forcément la Diana Ross réelle, mais la figure qu'elle incarne dans l'imaginaire de Michael, celle de l'amour impossible, de la beauté lointaine, de la déesse humaine à laquelle il n'a jamais cessé de vouer un culte. Cette alternance entre fureur et douceur, entre frustration et tendresse, dit tout du cheminement émotionnel de Michael. Il a aimé Diana Ross sous plusieurs formes, comme une muse, une idole, une amie, une confidente, puis une douleur silencieuse. Et à chaque étape de sa vie, la musique a servi de réceptacle à ce sentiment complexe, mouvant, insaisissable. Ces chansons ne sont pas de simples œuvres pop. Elles sont des messages codés, des lettres d'amour qu'il n'a jamais pu envoyer. Le plus troublant peut-être, c'est que Diana Ross n'a jamais réagi à ces chansons. Pas publiquement en tout cas. Elle n'a jamais confirmé, ni infirmé, elle n'a jamais accusé, ni remercié. Son silence, une fois encore, devient une forme de réponse, une manière de dire « je sais, j'ai compris, mais je ne peux pas répondre ». Ce refus d'entrer dans le jeu médiatique a contribué à préserver l'aura de mystère autour de leur relation. Ce n'était pas un scandale, ce n'était pas une romance hollywoodienne, c'était une histoire humaine, trop vraie pour être exposée. Les fans, eux, continuent d'analyser les paroles, de traquer les indices. Certains affirment que The Lady in My Life, I Just Can't Stop Loving You ou même You Are Not Alone contiennent des clins d'œil à Diana. D'autres voient dans la gestuelle de Michael sur scène, dans certains regards, des hommages à peine voilés. Rien n'est explicite, mais tout est habité. Au fil des ans, Michael cessera de parler d'amour dans ses interviews. Il dira parfois qu'il est trop timide, trop pudique, ou qu'il n'a pas trouvé la bonne personne. Mais ceux qui l'ont connu savent qu'il a aimé une fois profondément, et que cela lui a suffi. Cet amour n'a pas eu besoin de se concrétiser pour exister. Il a été réel, précisément parce qu'il n'a jamais été consommé. Il a été préservé dans l'imaginaire, dans la création, dans le silence. La musique est devenue, pour Michael, le dernier espace sûr où cet amour pouvait vivre sans être blessé. Un sanctuaire, un exutoire, une mémoire. Et dans cette mémoire, le nom de Diana Ross résonne comme un refrain éternel. Pas besoin de le prononcer. Il est là, inscrit dans chaque vibration, dans chaque soupir. En 2002, Michael Jackson modifie officiellement son testament. L'artiste, à l'apogée de sa maturité artistique mais aussi de ses préoccupations personnelles, y consigne ses dernières volontés. Il désigne sa mère, Catherine Jackson, comme tutrice légale de ses enfants. Rien de surprenant à cela. Mais si elle venait à décéder ou à ne plus être en capacité d'assurer cette charge, un autre nom apparaît. Un nom inattendu. Un nom qui, pour les connaisseurs de son parcours, éclaire tout ce qui n'a jamais été dit à voix haute, Diana Ross. Ce choix en dit long. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique, c'est un acte de confiance absolue. Michael n'a pas confié cette responsabilité à un frère, à une sœur, ni même à Debbie Rowe, la mère biologique de 2 de ses enfants. Il a choisi Diana Ross. Ce testament devient, à lui seul, une déclaration posthume. Elle est la personne en qui il avait le plus foi. Celle qu'il considérait capable non seulement d'aimer, mais surtout de protéger ce qu'il avait de plus précieux, ses enfants. Lorsque Michael meurt subitement en juin 2009, le monde entier est bouleversé. Diana Ross, elle, reste silencieuse. Elle ne prend pas la parole à la télévision, elle n'accorde pas d'interview, elle ne se rend pas aux funérailles publiques. Mais dans une brève déclaration écrite, elle dit simplement « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer.
C'est trop soudain, trop choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. C'est peu, mais c'est juste. Et surtout, cela préserve la pudeur de leur lien. Dans les mois qui suivent, un ancien employé du ranch de Neverland révèle un détail troublant. Dans une aile privée de la propriété, il existait une petite pièce fermée au public, sans indication extérieure, décorée simplement mais avec soin. Sur les murs, des photos de Diana Ross. Pas de statue, pas d'objets de culte, juste des portraits, figés dans le temps, comme une mémoire intime. Les employés l'appelaient parfois la salle Diana. Ce n'était pas un sanctuaire, c'était un refuge. Un endroit secret où Michael se retirait, seul, loin des caméras, loin même de ses proches. Cette pièce cristallise tout ce que fut leur histoire. Une présence constante, mais discrète. Une admiration silencieuse, mais durable. Un amour non consommé, mais inoubliable. Rien n'a jamais été officialisé. Mais tout a été vécu avec intensité, dans les gestes minuscules, dans les choix personnels, dans les silences répétés. Diana Ross était partout dans la vie intérieure de Michael. Et pourtant, presque absente de sa vie publique à partir des années 90. Comme un amour qu'on garde en soi, parce que le monde ne saurait le comprendre. En 2025, Diana Ross fête ses 81 ans. Retirée des feux médiatiques, elle vit entourée de ses enfants et petits-enfants. Ce jour-là, au détour d'un après-midi paisible, elle prononce enfin des mots que personne n'attendait plus. À l'occasion d'une conversation en famille, alors que l'on évoque Michael Jackson, elle dit simplement « Michael m'aimait » d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. On lui demande alors tout doucement « Et vous, l'aimiez-vous aussi ?» Elle marque un long silence. Ses yeux se posent sur sa tasse de thé. Puis elle répond « J'ai eu une immense tendresse pour lui, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme lui m'aimait, je ne vais pas mentir là-dessus. » Cette phrase, douce mais franche, met fin à des décennies de spéculation. Non, elle ne l'aimait pas de la même manière. Oui, elle le savait. Et elle avait choisi, délibérément, de ne jamais briser l'équilibre fragile entre affection et idéalisation. Elle poursuit « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûr de pouvoir porter. Alors j'ai préféré rester à distance pour ne pas lui faire de mal. » Cette confession tardive, délivrée sans larmes, sans mise en scène, a une portée immense. Elle révèle que Diana Ross a toujours su qu'elle a choisi de protéger Michael plutôt que de répondre à ses sentiments. Non par froideur, mais par lucidité, parce qu'elle comprenait ce que cet amour représentait pour lui. Quand on relit cette histoire depuis le début, leur première rencontre en 1969, leur cohabitation pendant The Wiz, les déclarations publiques de Michael, son absence au mariage de Diana, les chansons codées, le testament, la salle secrète à Neverland, tout prend sens. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas un conte de fées contrarié. C'était un lien d'une autre nature, une histoire d'amour silencieuse, profonde, jamais épanouie, mais jamais effacée non plus. Michael Jackson a aimé Diana Ross toute sa vie, sans condition, sans retour. Il l'a fait avec l'intensité d'un artiste et la fragilité d'un homme. Et elle, à sa manière, a respecté cet amour en refusant de le réduire à une aventure, en le gardant intact dans la mémoire. Ce qu'ils ont partagé n'a jamais eu besoin d'être nommé, car parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui n'ont pas eu lieu. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire bouleversante entre Michael Jackson et Diana Ross vous a ému autant que nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos réactions comptent énormément. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, riches en révélations, en émotions et en récits captivants sur les plus grandes icônes de notre époque. Activez la cloche pour rester informé ceci en temps réel. Et surtout, continuez à explorer avec nous ces histoires méconnues qui méritent d'être racontées. À très bientôt.